Un hurlement de sirène déchire le silence d'une route côtière normande. Une menace qui cache un scandale explosif. Avant de plonger dans cette histoire d'injustice brûlante, si vous vibrez pour le combat contre l'oppression, laissez un commentaire avec le chiffre 1 et abonnez-vous pour ne rien manquer. Si ce récit vous secoue, un like suffit. Restez jusqu'au bout. Un rebondissement choc vous attend, prêt à ébranler vos convictions. Sous le ciel gris de Normandie, sur une route déserte où les vagues s'écrasent avec fureur, Aurélie Noire, une femme noire de 22 ans, sent son cœur s'emballer. Une voiture de police, gyrophare hurlant, surgit derrière sa berline rouge. Gaston Lemercier, un officier blanc à la carrure imposante, l'arrête sous un prétexte fallacieux, contrôle aléatoire, suspicion de prostitution. Ces mots, crachés avec un rictus méprisant, visent sa couleur de peau. La colère monte en Aurélie, une diplômée en journalisme d'investigation, habituée à défier l'injustice. Lemercier frappe violemment sur sa vitre, son regard lubrique glissant sur son t-shirt blanc, révélant une médaille africaine à son cou, un symbole de résistance hérité de sa grand-mère. « Ouvre, vite !»« Les gens comme toi cachent toujours quelque chose », lance-t-il, sa voix lourde de préjugés raciaux. Aurélie, les poings serrés, sent une rage incandescente l'envahir. Ce n'est pas un simple contrôle, c'est une agression, un abus de pouvoir drapé dans l'uniforme. Dans un geste audacieux, elle active discrètement un enregistreur caché dans sa médaille, capturant chaque mot venimeux. Ses yeux, brûlants de défi, fixent Lemercier. Cette femme, cible d'un racisme éhonté, n'est pas une victime ordinaire. Elle est une tempête prête à éclater, déterminée à faire payer cet outrage. Alors que l'écho de la sirène de police s'évanouissait dans le crépuscule normand, la tension sur cette route côtière déserte atteignait un point de rupture. Aurélie Noire, figée derrière le volant de sa berline rouge, serrait encore son médaillon africain, ses doigts tremblants d'une rage contenue face à l'outrage de Gaston Lemercier. Son accusation de suspicion de prostitution, crachée avec un mépris raciste, avait transformé un simple contrôle routier en une agression ciblée. L'enregistreur dissimulé dans son médaillon, activé en secret, capturait chaque mot venimeux, mais Aurélie savait que ce n'était que le début. Lemercier, loin de se contenter d'un regard lubrique, allait pousser son attaque bien plus loin, dévoilant l'ampleur de sa corruption et de son racisme dans un acte qui allait enflammer la colère d'une nation. Lemercier, son uniforme impeccablement repassé contrastant avec son regard malsain, s'approcha davantage de la vitre ouverte. Il braqua sa lampe torche directement sur le buste d'Aurélie, le faisceau lumineux s'attardant sur sa poitrine à travers son t-shirt blanc. « Alors, la petite pute noire, on se fait belle pour qui ?» lança-t-il, sa voix dégoulinant de mépris. Ces mots, chargés d'une violence raciale crue, frappèrent Aurélie comme un coup de poignard. Elle sentit une fureur volcanique monter en elle, ses joues brûlant d'indignation. Mais Lemercier ne s'arrêta pas là. Avec un sourire tordu, il tendit la main à travers la vitre, ses doigts effleurant délibérément sa poitrine sous prétexte de vérifier ses papiers. Le contact, fugace mais répugnant, fit frissonner Aurélie de dégoût, mais elle refusa de reculer. « Enlève tes sales pattes !» cria-t-elle, sa voix vibrant d'une rage qui fit vaciller l'officier. La mer, au loin, semblait rugir en écho à sa colère, tandis que le vent salé s'engouffrait dans l'habitacle, amplifiant l'atmosphère oppressante. Lemercier, loin d'être intimidé, éclata d'un rire gras. « Une fille comme toi, sur une route pareille? C'est clair que t'es en chasse, ma jolie. » Il s'appuya contre la portière, son badge scintillant sous la lumière déclinante, et ajouta « On va fouiller cette bagnole. Les types comme toi cachent toujours de la cam ou pire. » Il ouvrit la portière d'un geste brusque, ses mains fouillant le siège passager avec une lenteur calculée, frôlant intentionnellement les affaires personnelles d'Aurélie. Parmi elles, il saisit un foulard coloré, un cadeau de sa grand-mère, et le renifla avec un rictus obscène. « Ça sent la misère d'Afrique, ça, » ricana-t-il, jetant le tissu au sol comme un trophée de sa domination. Chaque geste, chaque mot, était une profanation, une tentative de réduire Aurélie à un stéréotype raciste. La foule invisible des réseaux sociaux, qui suivrait bientôt cette affaire, n'était pas encore là, mais Aurélie sentait déjà le poids d'une lutte plus grande peser sur ses épaules. Ce qui rendit la scène encore plus insoutenable fut une provocation inattendue. Lemercier, en fouillant le coffre, trouva un carnet de notes, vestige des recherches journalistiques d'Aurélie sur la corruption policière. Il le feuilleta avec un sourire narquois, puis le brandit comme une preuve.
Tiens, tiens, des griffonnages sur la police? T'es une de ces activistes, hein? Vous, les Noirs, vous pensez toujours pouvoir nous défier. » Ces mots, prononcés avec une assurance arrogante, étaient une déclaration de guerre. Aurélie, les poings serrés, sentit sa colère atteindre un point de non-retour. Elle comprit que Lemercier ne voyait en elle qu'une cible facile, une femme noire qu'il pouvait humilier sans conséquence. Mais il ignorait à qui il s'attaquait. Dans un geste de défi, elle sortit son téléphone, le tenant hors de portée de l'officier. « Continue, Gaston », lança-t-elle, utilisant son prénom avec une froideur cinglante. « Tout est enregistré, et pas seulement par moi. » Le véritable coup de théâtre survint lorsqu'un détail imprévu amplifia la tension. Dans l'ombre du coffre, Lemercier trouva une petite boîte métallique, un souvenir familial contenant des lettres de sa grand-mère. Il l'ouvrit avec brutalité, éparpillant les papiers au sol, et ricana. « Des lettres d'amour de tes clients, peut-être ?» Mais parmi les feuilles, une photo glissa. Aurélie aux côtés d'Étienne Noir, son père, lors d'une cérémonie judiciaire. Lemercier, intrigué, ramassa l'image et son sourire s'effaça. « Noir ? Étienne Noir ?» murmura-t-il, une lueur d'incertitude traversant son regard. Il venait de reconnaître le visage du célèbre procureur fédéral, un homme craint pour avoir fait tomber des officiers corrompus. La rage d'Aurélie, désormais mêlée d'une satisfaction amère, éclata. « Oui, c'est mon père, » dit-elle, sa voix tranchante comme une lame. « Et il va t'enterrer. » La route, baignée dans la lumière déclinante, semblait vibrer sous la pression de cet affrontement. Lemercier, déstabilisé, tenta de reprendre contenance, mais ses mains tremblaient légèrement. Il savait que son abus de pouvoir, amplifié par ses insultes racistes et ses gestes obscènes, risquait de déclencher un scandale. Aurélie, elle, restait droite, son médaillon serré dans sa paume, symbole de sa résilience. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque regard qu'elle lançait, était une arme. Elle n'était pas seulement une victime d'un contrôle routier abusif, elle était une femme noire défiant un système bâti sur l'oppression. Les vagues, au loin, continuèrent de s'écraser avec fureur, comme un écho de la tempête qu'Aurélie s'apprêtait à déchaîner. Lemercier, inconscient de l'ampleur du piège dans lequel il s'était jeté, venait de sceller son destin. Aurélie, portée par une colère inextinguible, savait que cette bataille, bien que personnelle, était aussi celle de tous ceux qui, comme elle, avaient été humiliés, réduits au silence et méprisés. Alors que la lumière déclinante du crépuscule normand enveloppait la route côtière déserte, l'atmosphère autour de la berline rouge d'Aurélie Noire était devenue irrespirable. Gaston Lemercier, son arrogance renforcée par l'uniforme, venait de profaner son intimité avec des gestes obscènes et des insultes racistes, allant jusqu'à fouiller ses affaires personnelles et reconnaître, dans une photo, l'ombre menaçante d'Étienne Noir, son père, procureur fédéral. Le médaillon africain d'Aurélie, serré dans sa main, semblait pulser au rythme de sa colère, tandis que l'enregistreur caché continuait de capturer chaque mot venimeux. Mais ce qui suivit transforma cette confrontation en un affrontement, où la fureur d'Aurélie, contenue jusqu'alors, menaça d'exploser, révélant la profondeur de l'injustice qu'elle combattait. Sous le regard narquois de Lemercier, qui tentait de masquer son trouble après avoir reconnu Étienne Noir, Aurélie sentit une rage incandescente l'envahir. Elle s'adossa à son siège, les poings crispés, refusant de céder un pouce de terrain. « Tu penses que je vais me taire ?» lança-t-elle, sa voix tremblante mais d'une clarté tranchante. Lemercier, reprenant son aplomb, ricana. « Une noire comme toi jouer les durs? T'es rien ici. » Il braqua à nouveau sa lampe torche sur sa poitrine, le faisceau lumineux s'attardant avec une lenteur provocatrice, comme pour la déshumaniser davantage. Puis, dans un geste d'une audace répugnante, il tendit la main et frôla sa clavicule, murmurant « Montre-moi ce que t'as à offrir, ma jolie pute. » Ces mots, crachés avec un mépris racial viscéral, firent bouillir le sang d'Aurélie. Elle repoussa sa main d'un geste vif, son cri de rage résonnant dans l'habitacle « Ne me touche pas, porc !» Lemercier, loin de reculer, éclata d'un rire gras, ses lunettes de soleil reflétant la lueur froide de la lampe. « On va voir si t'es aussi courageuse quand je fouillerai chaque recoin de ta vie, » dit-il, ouvrant le coffre de la voiture avec une brutalité calculée. Il éparpilla ses affaires, un sac de sport, des dossiers universitaires, et saisit un carnet de notes, le même qu'il avait déjà moqué. « Des histoires sur la police, hein? T'es une de ces fouineuses qui croient y pouvoir nous faire tomber ?» Il déchira une page
la froissant avec un sourire cruel, un acte symbolique visant à briser sa dignité. Aurélie, les larmes de colère perlant à ses yeux, sentit une fureur sacrée l'envahir. Chaque insulte, chaque geste était une attaque non seulement contre elle, mais contre tous ceux que ce système avait écrasés. Elle saisit son téléphone, le brandissant comme une arme. « Continue, Gaston. Le monde entier verra qui tu es. » Ce qui rendit la scène encore plus explosive fut une intervention inattendue. Un deuxième officier, jusque-là resté dans l'ombre de la voiture de patrouille, s'approcha. C'était Julien Moreau, un jeune policier d'origine maghrébine, visiblement mal à l'aise. Il murmura à Lemercier « Gaston, arrête, on va trop loin !» Mais Lemercier, ivre de son pouvoir, le repoussa violemment. « Tais-toi, sale arabe, ou t'es le prochain sur la liste !» Cette insulte, jetée avec la même hargne raciste, révéla l'étendue de la corruption de Lemercier, qui ne discriminait pas seulement Aurélie, mais quiconque osait s'opposer à lui. Moreau, le visage crispé, recula, mais ses yeux croisèrent ceux d'Aurélie, trahissant une honte silencieuse. Ce moment, capturé par l'enregistreur d'Aurélie, ajouta une couche de complexité à la scène. La complicité forcée d'un collègue, piégé par la peur, amplifiait l'horreur de l'abus. Aurélie, galvanisée par cette nouvelle provocation, décida de contre-attaquer. Elle activa la caméra de son téléphone, filmant Lemercier en direct. « Tu veux jouer ? Alors, dis-le à la France entière », lança-t-elle, sa voix vibrant d'une autorité qui fit vaciller l'officier. Elle commença à diffuser la scène sur une plateforme cryptée, accessible à un groupe de journalistes indépendants qu'elle connaissait. Les premiers spectateurs, connectés en temps réel, commentèrent déjà « C'est inadmissible, racisme pur ». Lemercier, inconscient de la diffusion, continua son manège, jetant au sol une photo de famille trouvée dans le coffre. « Ta famille de sauvages, peut-être » ricana-t-il, piétinant l'image. Ce geste, d'une cruauté gratuite, fut la goutte de trop. Aurélie, les larmes roulant sur ses joues, hurla « Tu ne sais rien de nous. Tu n'es qu'un lâche qui se cache derrière un badge. » La route, balayée par le vent marin, semblait vibrer sous la pression de cet affrontement. Lemercier, déstabilisé par la résistance d'Aurélie, tenta de reprendre le contrôle. « Éteins ce téléphone ou je t'embarque pour outrage », menaça-t-il, avançant vers elle. Mais Aurélie, inébranlable, continua de filmer, son regard brûlant de défi. « Vas-y, arrête-moi. Montre au monde ce que tu es. » Dans un sursaut de panique, Lemercier arracha le téléphone de ses mains, le jetant au sol, mais l'enregistreur du médaillon, toujours actif, captait tout. Julien Moreau, resté en retrait, baissa les yeux, son silence pesant comme une condamnation. La diffusion en direct, bien que brièvement interrompue, avait déjà atteint des centaines de spectateurs, et les captures d'écran circulaient sur les réseaux sociaux, accompagnées de hashtags comme #Racisme Normandie et Bon Justice pour Aurélie. Aurélie, malgré la perte de son téléphone, ne fléchit pas. Elle ramassa la photo piétinée, la serrant contre sa poitrine et fixa Lemercier. « Tu peux détruire mes affaires, mais pas ma vérité », dit-elle, sa voix désormais calme, mais d'une intensité terrifiante. Elle savait que chaque seconde de cet affrontement, enregistré et diffusé, était une arme contre un système qu'il avait sous-estimé. Lemercier, sentant le vent tourner, recula, son arrogance fissurée. La mer, au loin, continuait de rugir, comme un écho de la tempête qu'Aurélie venait de déclencher. Cette femme, cible d'un racisme abject, n'était plus une simple conductrice. Elle était une guerrière, portée par une colère qui allait ébranler les fondations de l'injustice. Alors que les vagues de la côte normande s'écrasaient avec une fureur implacable, la confrontation entre Aurélie Noire et Gaston Lemercier atteignait un point de non-retour sur cette route désolée. L'officier, après avoir profané ses affaires et piétiné une photo de famille, venait de jeter son téléphone au sol, croyant briser sa résistance. Mais Aurélie, les poings serrés autour de son médaillon africain, vibrait d'une colère si intense qu'elle semblait faire trembler l'air salé autour d'elle. L'enregistreur caché, toujours actif, captait chaque mot, chaque geste, tandis que la diffusion en direct, bien que perturbée, continuait d'alimenter une vague d'indignation en ligne. Lemercier, convaincu de son impunité, allait pourtant franchir une ligne encore plus abjecte, transformant cet affrontement en un acte de violence raciale et sexuelle qui allait sceller son destin. Dans l'ombre de la berline rouge, baigné par la lumière crépusculaire, Lemercier s'avança à nouveau,
son arrogance ravivée par l'absence de témoins immédiats. « Tu crois que ta petite caméra va te sauver » ricana-t-il, sa voix lourde de mépris. Il ouvrit brutalement la portière conducteur, forçant Aurélie à reculer contre son siège. Sans préavis, il tendit la main et saisit son bras, ses doigts s'enfonçant dans sa peau avec une force brutale. « Les filles comme toi, on les dresse !» cracha-t-il, son souffle fétide frôlant son visage. Puis, dans un geste d'une obscénité insoutenable, il glissa sa main vers sa poitrine, frôlant son t-shirt avec une lenteur calculée, comme pour savourer son pouvoir. « T'es qu'une pute noire, rien d'autre !» ajouta-t-il, chaque mot un coup de poignard raciste. Aurélie, le cœur battant à tout rompre, sentit une rage volcanique l'envahir. Elle repoussa sa main avec une force qu'elle ne savait pas posséder, hurlant « Dégage, ordure !» Le mercier, loin de s'arrêter, éclata d'un rire sadique. Il arracha le foulard coloré, déjà jeté au sol, et le brandit comme un trophée. « Ça, c'est tout ce que t'es, un chiffon d'Afrique !» lança-t-il, le piétinant avec une jouissance perverse. Puis, sous prétexte de fouille approfondie, il s'attaqua au sac d'Aurélie, renversant son contenu sur le siège passager. Parmi les objets, il saisit un rouge à lèvres qu'il ouvrit avec un rictus. « Pour tes clients, hein ?» dit-il, le jetant par la vitre avec un geste théâtral. Chaque action était une tentative de la déshumaniser, de la réduire à un stéréotype raciste et sexiste. Aurélie, les larmes de colère roulant sur ses joues, sentit une fureur sacrée l'envahir. Elle comprit que cet homme ne voyait en elle qu'une proie, une femme noire qu'il pouvait humilier sans crainte. Mais elle n'était pas seule. L'enregistreur, son allié invisible, continuait de tout capter, et elle savait que cette vérité serait son arme. Ce qui rendit la scène encore plus insoutenable fut un rebondissement inattendu. Alors que le mercier continuait sa fouille, Julien Moreau, le jeune officier maghrébin, tenta à nouveau de s'interposer. « Gaston, ça suffit, tu vas trop loin !» cria-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. Le mercier, furieux, se retourna et le gifla violemment, le faisant chanceler. « Ferme-la, sale bougnoule, ou je te fais virer !» rugit-il, révélant un racisme qui ne s'arrêtait pas à Aurélie. Ce geste, capturé par l'enregistreur, transforma la scène en un tableau accablant de corruption et de haine. Moreau, humilié, baissa les yeux, mais son intervention, bien que vaine, alluma une étincelle dans l'esprit d'Aurélie. Elle saisit l'occasion pour reprendre l'initiative. D'un geste rapide, elle ramassa une clé USB cachée dans son sac contenant des notes sur des affaires de corruption policière. « Tu veux fouiller ? Alors, prends ça », lança-t-elle, la jetant à ses pieds. Le mercier, intrigué, ramassa l'objet, ignorant qu'il venait de saisir une preuve potentielle contre lui-même. La tension monta d'un cran lorsque le mercier, sentant qu'il perdait le contrôle, tenta une dernière provocation. Il sortit son carnet de contravention et griffonna une amende fictive pour outrage à agent. « Signe ou je t'embarque » menaça-t-il, son stylo tremblant légèrement. Aurélie, les yeux brûlants de défi, refusa. « Tu signes ton propre arrêt de mort » répondit-elle, sa voix désormais froide, presque prophétique. Elle savait que l'enregistreur, combiné à la diffusion en direct, avait déjà atteint des centaines de spectateurs. Les réseaux sociaux, bien qu'invisibles sur cette route isolée, s'embrasaient. Des captures d'écran de la fouille, des insultes et de la gifle contre Moreau circulaient, accompagnés de commentaires indignés. « C'est un scandale! La police est pourrie !» Aurélie, malgré la violence subie, sentit une force nouvelle l'envahir. Elle n'était plus seulement une victime, elle était une combattante, portée par la mémoire de tous ceux que ce système avait brisés. Le mercier, inconscient de l'ampleur du piège, continua de s'enfoncer. Il ramassa la photo piétinée d'Aurélie et d'Étienne, la froissant davantage. « Ton père ne te sauvera pas », dit-il, mais sa voix trahissait une nervosité croissante. Aurélie, serrant son médaillon, murmura « Tu ne comprends pas, ce n'est pas lui qui va te détruire, c'est moi ». Ces mots, prononcés avec une intensité terrifiante, firent vaciller le mercier. La mer, au loin, rugissait, comme un écho de la tempête qu'Aurélie s'apprêtait à déchaîner. Julien Moreau, toujours en retrait, releva la tête, son regard croisant celui d'Aurélie. Dans ses yeux, elle lut une lueur de remords, un signe que même dans ce chaos, une fissure apparaissait dans le mur de l'impunité. Aurélie savait que cette bataille, bien que personnelle,
était aussi celle d'une communauté entière, humiliée et méprisée. Sa colère, désormais une arme, allait faire tomber les masques, un par un, jusqu'à ce que la vérité éclate, aussi brutale que les vagues frappant la côte. Alors que la nuit enveloppait la route côtière normande d'un voile d'obscurité, l'affrontement entre Aurélie Noire et Gaston Lemercier laissait un goût amer d'injustice. L'officier, après avoir profané ses affaires, agressé son corps et piétiné sa dignité avec des insultes racistes et des gestes obscènes, croyait avoir brisé sa résistance. Mais Aurélie, le médaillon africain serré dans sa paume, vibrait d'une colère inextinguible, alimentée par chaque mot, chaque regard venimeux. L'enregistreur caché, toujours actif, et la diffusion en direct, bien que perturbée, avaient semé les graines d'un scandale national. Pourtant, dans l'ombre de cet outrage, une menace plus insidieuse se profilait. Lemercier, soutenu par un système corrompu, allait intensifier son attaque, transformant cette confrontation en un piège mortel pour réduire Aurélie au silence. Dans le silence oppressant de sa berline rouge, Aurélie tenta de reprendre son souffle, les poings crispés sur le volant. Lemercier, toujours posté près de la portière, rangea son carnet de contraventions avec un sourire narquois, mais ses yeux trahissaient une nervosité croissante. « Tu crois que t'as gagné ?» lança-t-il, sa voix lourde de menace. Il s'éloigna de quelques pas, rejoignant Julien Moreau, l'officier maghrébin qui, humilié par une gifle et une insulte raciste, restait figé dans un silence coupable. Aurélie, les joues brûlantes de rage, comprit que cet incident n'était pas isolé. Elle sortit un carnet de son sac, griffonnant rapidement le numéro de badge de Lemercier, déterminée à ne rien oublier. Mais ce qui suivit la frappa comme un coup de tonnerre. Alors qu'elle relevait les yeux, elle aperçut Lemercier murmurer à l'oreille de Moreau, jetant des regards furtifs dans sa direction. Un frisson glacé parcourut son échine. Il tramait en quelque chose. La tension monta d'un cran lorsque Lemercier revint vers la voiture, un nouvel éclat de malveillance dans les yeux. « On n'en a pas fini, ma jolie, » dit-il, sortant une radio portative. D'une voix faussement officielle, il déclara « Contrôle routier, suspecte potentiel pour trafic. Demande de renfort. » Ces mots, prononcés avec une assurance calculée, étaient un mensonge éhonté, une tentative de justifier une arrestation illégale. Aurélie, les larmes de colère perlant à ses yeux, comprit l'ampleur du piège. Lemercier ne se contentait pas de l'humilier, il voulait la briser, la faire disparaître dans les méandres d'un système judiciaire complice. « Tu mens !» hurla-t-elle, sa voix vibrant d'une fureur qui semblait faire trembler les vitres. Elle saisit son téléphone brisé, espérant récupérer la carte mémoire, mais Lemercier l'arracha de ses mains, le jetant dans un fossé. « Pas de preuves, pas d'histoire », ricana-t-il, son rire résonnant comme un glas. Ce qui rendit la scène encore plus glaçante fut une découverte inattendue. Alors qu'Aurélie, dans un sursaut de désespoir, fouillait son sac pour trouver un autre moyen de se défendre, elle tomba sur une enveloppe glissée sous son siège, sans doute placée là par Lemercier ou un complice. À l'intérieur, une note manuscrite « Abandonne ou ta famille paiera ». Accompagnant le message, une photo d'Aminata, sa mère, prise à son insu devant leur maison à Rouen. La vue de cette image, preuve d'une surveillance ciblée, transforma la colère d'Aurélie en une rage dévorante. « Vous osez menacer ma mère ?» cria-t-elle, brandissant la note comme une arme. Lemercier, surpris par sa trouvaille, tenta de reprendre l'enveloppe, mais Aurélie la serra contre elle, ses doigts tremblants d'indignation. Cette menace, visant non seulement elle mais sa famille, révélait l'existence d'un complot plus vaste, orchestré pour la réduire au silence. Dans un geste de défi, Aurélie activa un deuxième enregistreur, dissimulé dans une montre à son poignet, un dispositif qu'elle utilisait pour ses enquêtes journalistiques. « Continue, Gaston, » dit-elle, sa voix désormais froide, presque mécanique. « Chaque mot te rapproche de ta chute. » Lemercier, déstabilisé par sa résilience, tenta une dernière provocation. Il s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien, et murmura « Tu crois que ton père va te sauver ? Les Noirs comme vous finissent toujours à terre. » Ces mots, chargés d'un racisme viscéral, étaient une déclaration de guerre. Aurélie, les yeux brûlants, répondit « C'est toi qui seras à terre. » Elle savait que l'enregistreur, combiné à la diffusion en direct, avait déjà atteint des milliers de spectateurs. Les réseaux sociaux, invisibles sur cette route isolée, s'embrasaient,
avec des hashtags comme Racisme Police et Aurélie Noire dominant les tendances. Le véritable coup de théâtre survint lorsque des phares percèrent l'obscurité au loin. Une voiture banalisée, suivie d'une patrouille, approchait à vive allure. Le Mercier, croyant à l'arrivée de ses renforts, esquissa un sourire triomphant. Mais Aurélie, le regard fixé sur les véhicules, sentit une lueur d'espoir. Elle reconnut la silhouette distinctive de la berline noire de son père, Étienne Noir. Dans un élan de rage et de détermination, elle ouvrit sa portière et se planta au milieu de la route, brandissant la note menaçante. « Vous ne me ferez pas taire !» hurla-t-elle, sa voix portée par le vent marin. Le Mercier, pris de court, tenta de l'attraper, mais Julien Moreau, dans un sursaut de courage, s'interposa. « Assez, Gaston !» cria-t-il, son visage marqué par la honte. Ce geste, bien que tardif, brisa le silence complice, ajoutant une couche de drame à la scène. La mer, rugissant au loin, semblait saluer la résistance d'Aurélie. Chaque insulte, chaque menace, chaque geste obscène de Lemercier n'avait fait que renforcer sa détermination. Elle savait que cette bataille, bien que personnelle, était aussi celle de tous ceux qui avaient été humiliés par un système corrompu. Sa colère, désormais une flamme inextinguible, allait consumer ceux qui pensaient pouvoir l'écraser. Lemercier, inconscient de l'ampleur du scandale qu'il venait de déclencher, restait figé, son arrogance fissurée par l'arrivée imminente de la justice. Alors que les phares des voitures percèrent l'obscurité de la route côtière normande, l'air vibrait d'une tension palpable. Aurélie Noire, debout au milieu de la chaussée, brandissait une note menaçante visant sa mère Aminata, son médaillon africain scintillant sous la lumière froide. Gaston Lemercier, déstabilisé par l'arrivée imminente de renforts qu'il croyait être les siens, venait de révéler l'ampleur de sa corruption par ses insultes racistes, ses gestes obscènes et un complot visant à briser Aurélie. L'enregistreur caché dans sa montre, combiné à la diffusion en direct, avait transformé cet affrontement en un scandale national, mais la bataille était loin d'être terminée. Dans un instant de défi, Aurélie allait riposter avec une audace qui ferait trembler Lemercier et tout le système qu'il représentait. Sous le rugissement des vagues, Aurélie sentit une fureur inextinguible monter en elle, alimentée par chaque outrage subi. Elle rangea la note dans sa poche, ses doigts tremblants de rage, et fixa Lemercier avec un regard qui semblait le transpercer. « Tu crois que tes menaces vont m'arrêter ?» lança-t-elle, sa voix résonnant comme un défi lancé à la nuit. Lemercier, reprenant son aplomb, ricana avec mépris. « T'es fini, petite noire. Ton père ne te sauvera pas de la prison. » Il s'approcha, son badge scintillant comme un symbole de son impunité, et tenta de la gripper par le bras. Mais Aurélie, vive comme l'éclair, esquiva son geste et recula vers sa voiture, saisissant un stylo à billes dans son sac comme une arme improvisée. « Touche-moi encore, et je te plante !» cria-t-elle, sa voix vibrant d'une colère si intense qu'elle fit reculer l'officier. Julien Moreau, toujours en retrait, baissa les yeux, son silence pesant comme une condamnation. Ce qui rendit cet instant encore plus dramatique fut une action audacieuse d'Aurélie. Elle ouvrit son coffre, où Lemercier avait éparpillé ses affaires, et en sortit un haut-parleur Bluetooth qu'elle utilisait pour ses enquêtes de terrain. D'un geste rapide, elle le connecta à un second téléphone caché dans sa boîte à gants, sur lequel la diffusion en direct avait été transférée. La voix de Lemercier, enregistrée plus tôt, éclata soudain dans la nuit. « Les Noirs comme vous finissent toujours à terre. » Ces mots, amplifiés par le haut-parleur, résonnèrent sur la route déserte, faisant blêmir Lemercier. « Éteins ça !» hurla-t-il, se précipitant vers elle, mais Aurélie, galvanisée par sa rage, grimpa sur le capot de sa voiture, brandissant l'appareil comme un étendard. « Écoute, France, voici votre police !» cria-t-elle, sa voix portée par le vent marin. Les spectateurs en ligne, désormais des milliers, commentaient frénétiquement les hashtags « Racisme Police » et « Aurélie Noire » inondant les réseaux sociaux. Lemercier, pris de panique, tenta de saisir le haut-parleur, mais trébucha sur le foulard piétiné, tombant à genoux dans un moment d'humiliation involontaire. Aurélie, dominant la scène depuis son capot, sentit une satisfaction amère l'envahir. Elle savait que chaque seconde diffusée était un clou dans le cercueil de Lemercier. Mais le véritable coup de théâtre survint lorsque la berline noire s'arrêta à quelques mètres. Étienne Noir, son père, en sortit, son costume sombre contrastant avec la lueur des phares. À ses côtés,
Le chef de la police régionale, Bernard Leclerc, affichait un visage fermé. Le Mercier, toujours à terre, balbutia. Monsieur le procureur, c'est un malentendu. Mais Étienne, ignorant l'officier, se précipita vers Aurélie, l'enlaçant avec une tendresse mêlée d'inquiétude. Ma fille, tu vas bien murmura-t-il, sa voix tremblante mais autoritaire. Aurélie, descendant du capot, lui tendit la note menaçante. Ils ont visé maman, dit-elle, sa voix brisée par la colère. Étienne, les yeux plissés, lut le message, son visage durcissant. Il se tourna vers Lemercier, désormais entouré par 2 agents dépêchés par Leclerc. Officier Lemercier, badge 4827, déclara Étienne, sa voix froide comme l'acier. Vous êtes en état d'arrestation pour abus de pouvoir, harcèlement et menaces. Lemercier, livide, tenta de protester, mais Leclerc l'interrompit d'un geste sec. Silence, vous avez déshonoré l'uniforme. Julien Moreau, figé, fut également interpellé pour complicité passive, son regard fuyant trahissant sa honte. Aurélie, les larmes roulant sur ses joues, sentit une rage mêlée de triomphe. Elle avait transformé une agression raciste en un acte de résistance publique. Dans un rebondissement saisissant, un journaliste local, alerté par la diffusion en direct, arriva sur les lieux avec une caméra. Il filma l'arrestation de Lemercier, capturant l'instant où l'officier, menotté, était poussé dans une voiture de patrouille. Aurélie, toujours debout près de sa berline, s'adressa à la caméra, sa voix vibrante d'émotion. Ce n'est pas seulement mon combat, c'est celui de tous ceux qui sont humiliés, méprisés, à cause de leur couleur de peau. Ces mots, diffusés en direct, déclenchèrent une vague d'émotions en ligne, des milliers de messages de soutien affluents. Lemercier, dans la voiture de police, baissa la tête, conscient que sa carrière était terminée. Aurélie, serrant le médaillon de sa grand-mère, savait que cette victoire, bien que personnelle, n'était qu'un début. La mère, rugissant au loin, semblait saluer sa détermination. La route, désormais illuminée par les gyrophares, vibrait sous l'impact de cet affrontement. Chaque insulte, chaque menace, chaque geste obscène de Lemercier n'avait fait que renforcer la colère d'Aurélie. Elle avait transformé un piège en une tribune, exposant la corruption d'un système qui prospérait sur le silence. Étienne, à ses côtés, posa une main sur son épaule, son regard brillant de fierté. « Tu as été plus forte qu'eux, murmura-t-il. Aurélie, épuisée mais inflexible, hocha la tête. Sa fureur, désormais une flamme inextinguible, allait continuer de brûler, jusqu'à ce que justice soit rendue, non seulement pour elle, mais pour tous ceux que ce système avait tenté d'écraser. Alors que les gyrophares des voitures de police illuminaient la route côtière normande, l'arrestation de Gaston Lemercier et de Julien Moreau marquait un tournant décisif. Aurélie Noire, debout près de sa berline rouge, serrait le médaillon africain de sa grand-mère, sa colère transformée en une détermination farouche. L'enregistreur caché dans sa montre, combiné à la diffusion en direct, avait exposé les insultes racistes, les gestes obscènes et les menaces de Lemercier, déclenchant une tempête sur les réseaux sociaux. Étienne Noir, son père, procureur fédéral, se tenait à ses côtés, son regard mêlant fierté et indignation. Mais ce moment de triomphe n'était qu'une étape. Aurélie savait que la vérité, capturée par une caméra discrète, allait devenir l'arme ultime pour faire tomber un système corrompu. Sous un ciel désormais noir, balayé par le vent salé, Aurélie sentit une rage inextinguible pulser dans ses veines. Elle s'approcha de la voiture où Lemercier, menotté, baissait la tête, son arrogance pulvérisée. « Tu pensais que je serais une proie facile ?» lança-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Lemercier, livide, murmura une excuse inaudible, mais Aurélie l'ignora, ses yeux brûlants d'une fureur sacrée. Elle se tourna vers le journaliste local, dont la caméra continuait de filmer, et déclara « Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est celle de tous ceux que vous avez humiliés. » Ces mots, portés par une conviction inébranlable, résonnèrent dans la nuit, amplifiés par les vagues qui s'écrasaient au loin. Mais ce qui allait suivre transformerait cet incident en un scandale d'une ampleur inégalée, grâce à une révélation accablante. Aurélie, d'un geste décidé, tendit à Étienne une clé USB qu'elle avait récupérée dans son sac, contenant une copie des enregistrements de sa montre et de la diffusion en direct. « Tout est là, » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion mais ferme. Étienne, les sourcils froncés, confia l'objet à son assistant, un jeune juriste qui se tenait prêt,
avec un ordinateur portable. Sur l'écran, la vidéo démarra. Lemercier braquant sa lampe sur la poitrine d'Aurélie, l'insultant de pute noire, frôlant son corps, piétinant ses affaires, giflant Moreau et proférant des menaces contre sa famille. Chaque image était une condamnation, chaque mot une preuve irréfutable. La foule virtuelle, connectée via la diffusion, explosa de colère, les commentaires déferlants. Honte à la police! Justice pour Aurélie! Bernard Leclerc, le chef de la police régionale, visionna les images, son visage blêmissant. C'est inadmissible, murmura-t-il, sa voix lourde de honte. Ce qui rendit cet instant encore plus saisissant fut une découverte inattendue. Alors que l'assistant d'Étienne analysait la clé USB, il trouva un fichier audio caché, probablement téléchargé par erreur lors d'une synchronisation précédente. C'était une conversation entre Lemercier et un supérieur anonyme, enregistrée des semaines plus tôt. La voix de Lemercier, arrogante, déclarait « Les Noirs, on les mate facilement. Faut juste les effrayer. » L'autre voix, froide et autoritaire, répondait « Fais ce qu'il faut, mais pas de traces. » Cette preuve, bien que cryptique, suggérait l'existence d'un réseau de corruption au sein de la police normande, orchestrant des abus ciblés contre les minorités. Aurélie, en entendant l'audio, sentit une rage nouvelle l'envahir. « Ce n'est pas juste lui, » dit-elle à Étienne, les poings serrés. « Ils sont plusieurs. Ils veulent nous effacer. » Dans un élan de défi, Aurélie demanda au journaliste de diffuser l'audio en direct. Malgré les objections de Leclerc, qui craignait un chaos médiatique, Étienne approuva d'un hochement de tête. « Que la vérité éclate, » déclara-t-il, son ton implacable. Le journaliste, conscient de l'impact, connecta l'ordinateur à son équipement et la voix de Lemercier résonna à nouveau, cette fois pour des milliers de spectateurs. Les réseaux sociaux s'embrasèrent, les hashtags « Corruption Police » et « Aurélie Noire » dominant les tendances. À Rouen, des manifestations spontanées éclatèrent, des citoyens brandissant des pancartes « Assez de racisme ». Lemercier, dans la voiture de police, entendit l'audio via une radio allumée par un agent. Il s'effondra, murmurant « C'est fini ». Moreau, à ses côtés, baissa la tête, son silence complice désormais exposé au grand jour. Le véritable coup de théâtre survint lorsque le journaliste reçut un message anonyme sur son téléphone, provenant d'un compte crypté. C'était un extrait de vidéo, envoyé par un lanceur d'alerte se faisant appeler « l'ombre juste ». La séquence montrait Lemercier, des mois plus tôt, recevant une enveloppe d'un homme en costume dans un parking discret. Une voix off, déformée, déclarait « Lemercier est payé pour cibler les minorités. D'autres suivront. » Cette révélation, bien que non authentifiée sur le champ, ajouta une couche de mystère et d'urgence à l'affaire. Aurélie, informée par le journaliste, sentit une colère mêlée d'espoir. « Ils ne peuvent plus se cacher », murmura-t-elle, ses yeux brillants d'une détermination farouche. Elle savait que cette vidéo, si elle était vérifiée, pourrait démanteler tout un réseau. Étienne, prenant la parole devant la caméra, s'adressa à la nation. « Ce que ma fille a subi n'est pas un incident isolé. C'est le symptôme d'un système pourri. » Ces mots, portés par une autorité inébranlable, déclenchèrent une ovation virtuelle. Aurélie, à ses côtés, serra son médaillon, la photo de sa grand-mère dans sa poche. Chaque insulte, chaque geste obscène, chaque menace avait forgé en elle une arme plus puissante que la violence, la vérité. Lemercier, menotté, n'était plus qu'un symbole d'un système en sursis. La mer, rugissant au loin, semblait saluer la tempête qu'Aurélie venait de déclencher. Sa colère, désormais un phare dans la nuit, allait illuminer les ombres de l'injustice jusqu'à ce que chaque coupable soit exposé. Alors que l'écho des vagues normandes saluait la chute de Lemercier, Aurélie Noire, vibrante de rage, vit la vidéo virale déclencher des manifestations nationales. Étienne dénonça un réseau corrompu. Lemercier, sa carrière brisée, fut condamné. Une lettre anonyme promettant d'autres révélations attisa la fureur d'Aurélie, prête à tout renverser.